Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette table ronde sur la montagne, territoire de Jeux pour tous, en prévision des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030. Je remercie les personnes présentes physiquement ainsi que ceux qui sont avec nous digitalement et qui pourront également nous suivre en direct et en replay. Pour échanger avec nous sur cette thématique importante et qui va être un projet structurant pour les années à venir. On a la chance d'accueillir monsieur le député Xavier Roseraine, qui est également le vice-président de l'Association nationale des élus de montagne. Bonjour à vous. Et vous venez de mener une mission parlementaire sur l'avenir et la transition des stations de ski. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. On a aussi la chance d'accueillir Damien Robert, bonjour, directeur général de la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, et qui aura donc la tâche ardue dans les 4 années qui restent pour livrer les infrastructures qui permettront à ces Jeux de se dérouler dans les meilleures conditions. Et également Xavier Le Guen, président d'Outdoor Sport Valley, qui représente la filière et les emplois des métiers de l'outdoor. Et qui est également, dans le privé, si je peux dire, vice-président de Salomon. Voilà. Et je vous prie d'excuser Benoît Chanal, donc, qui était le référent paralympique aura pour le comité paralympique et sportif français, qui est malheureusement malade, mais on aura quand même l'occasion de parler de ces questions d'accessibilité, d'intégration, qui sont un élément important des JOP et qui ont fait, je pense, la fierté de tous les Français sur Paris 2024. Donc, après 1968 et Grenoble, 1992 Albertville, la France est de nouveau accueillante des Jeux olympiques d'hiver, avec quelque part une pression supplémentaire liée à l'excellente réussite des JOP 2024 à Paris. Et également dans un contexte un petit peu différent, puisque on était je dirais, dans une confiance absolue dans l'avenir en 68 et en 92. Il y avait moins de sujets liés à la transition écologique. On n'était pas confronté à ce qu'on pourrait appeler une crise systémique des modèles économiques et sportifs de montagne. Donc des jeux qui vont demander d'être imaginatifs, qui vont demander d'être créatifs, qui vont demander de tenir aussi les budgets dans un contexte de finances publiques dégradées. Mais c'est aussi ça la chance des Jeux, c'est de se mettre tous ensemble pour relever les défis auxquels on est confronté. Pour commencer, donc on passera bien entendu la parole à la salle sur la fin de cette séquence. Je vais commencer avec vous, Damien Robert. L'annonce de l'attribution des Jeux s'est faite dans un contexte qui était institutionnellement complexe. Et donc peut-être vous pouvez revenir pour nous sur la philosophie de ces Jeux, de cette candidature. Revenir également peut-être sur la matérialité, de quoi on parle, de combien de sites, où est-ce que ça s'implante. Donc à vous la parole, Damien. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Bonjour à tous, y compris à ceux qui nous suivent d'un peu plus loin. Alors, je vais pouvoir vous dire quelques mots sur l'esprit de la candidature. Sur l'histoire de la candidature, je serais bien illégitime parce que je suis arrivé après. Il y a quelqu'un de plus légitime qui peut en parler, puisque Hervé Liberman, qui est vice-président à la région Sud, puisque l'histoire de la candidature, c'est quand même d'abord une histoire d'une candidature portée par une région, puis après par 2 régions, et puis après par l'ensemble du mouvement sportif et par l'État. C'est peut-être aussi ce qui fait sa spécificité. Peut-être 2 mots sur l'esprit de la candidature et ce qui va quelque part structurer un peu le projet, à la fois le projet d'organisation des Jeux. Je ne parlerai pas au nom du comité d'organisation, mais on pourra en dire un mot. Et puis surtout, évidemment, l'esprit, le projet tel qu'il est porté par la Solidéo pour l'ensemble des ouvrages, des infrastructures qui vont à la fois, évidemment, être nécessaires pour les Jeux, mais surtout être nécessaires pour le développement des territoires et donc laisser en héritage des populations, des élus et des entreprises. La candidature, elle a quand même quelques spécificités et qui, à mon sens, sont des forces. D'abord, elle est une candidature, vous avez
dit il va falloir faire preuve de créativité. La candidature a déjà fait preuve de créativité parce que c'est pour la première fois une candidature qui est multisite. Multisite, ça veut dire que quelque part c'est une candidature bien sûr française, mais c'est une candidature des Alpes françaises et de toutes les Alpes françaises. Pour aller très vite sans parler trop de chaque site, mais quand même en dire un mot, puisque la géographie est importante. La candidature des Alpes françaises, c'est des Alpes qui vont de Nice à la Haute-Savoie, et dont l'armature, et je pense que c'est très important de le rappeler, parce que je pense que c'est ce qui fait sa valeur, s'accroche sur 4 sites qui ont chacun leur identité, et chacun leur histoire, chacun leur géographie. Et ça a été pensé comme ça dans la candidature, avec certes des territoires qui sont très éloignés géographiquement et représentatifs d'Alpes qui sont représentés dans leur diversité, mais qui, au sein de chaque site, sont très homogènes et très compacts. Première force de la candidature. Candidature très diverse, mais avec chaque site très homogène, très compact. Si on les fait rapidement, le site de Nice qui rassemble l'ensemble des sports de glace, le site la vallée du Briançonnais qui va rassembler toutes les épreuves acrobatiques, que ce soit le snow ou le ski, le site savoyard de la Tarentaise qui va rassembler à la fois toutes les épreuves de ski alpin et les épreuves de saut, et puis les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton, et puis le site au Savoyard, connu évidemment pour ses épreuves déjà nombreuses de biathlon et de ski de fond. Et à chaque fois avec une géographie qui est évidemment très particulière. On ne va pas du tout faire la même chose à Nice ou à la Clusaz. Et à chaque fois, donc homogénéité et avec une relative compacité quand même, je crois qu'il faut le dire. À chaque fois, les sites sont très compacts, et quand on dit très compact, c'est les épreuves, c'est une gageure en montagne, hein. Les épreuves sont relativement proches l'une d'entre elles, donc quelque part on va organiser 4 Olympiades. Les épreuves sont en proximité. Les villages, on ne construit pas qu'un seul village comme en 2024, mais on en construit 4, et à chaque fois au cœur des sites. Un village à Nice, en face de la patinoire, un village à Briançon, un village en Savoie, juste en dessous de Courchevel, et un village en Haute-Savoie, à équidistance entre la Clusaz et le Grand Bornand. Et puis un certain nombre d'infrastructures qui sont pensées d'abord pour l'héritage. C'est peut-être aussi ce qui est l'ADN de la candidature et qui va être l'ADN du projet, c'est que quelque part, on va avoir sur ces 4 sites, là pour le coup il n'y a pas de différence, on aura pour la majeure partie des équipements sportifs qui existent, sur lesquels on intervient pour les rénover, et notamment les rénover en termes d'énergie. On pourra y revenir. Premier élément. Deuxième élément, on va faire des villages sur les 4 sites vraiment ancrés sur le territoire, vraiment à proximité des jeux et des villages. Et à chaque fois, avec en héritage une programmation qui est globalement à peu près la même partout. Il y a quelques spécificités, mais à chaque fois, on va faire du logement pour les habitants, du logement pour les travailleurs, les saisonniers, du logement pour les touristes. Et on en profite généralement pour y insérer des équipements publics de proximité qui vont après servir pour l'ensemble des habitants. Et puis, troisième bouquet d'ouvrages qui va être très structurant, je pense, pour l'héritage et pour le développement territorial, c'est tous les ouvrages dits de mobilité, qui rassemblent beaucoup de choses très différentes, mais qui concourent à un seul objectif, c'est d'essayer d'accélérer. Je pense qu'on va en parler. Hein, les JO, c'est, je pense, un catalyseur ou un accélérateur. Et bien là, sur la mobilité, on va essayer d'accélérer en tant que possible la possibilité d'accéder aux sites olympiques et du coup aux stations de montagne de manière plus décarbonée que ce qu'on peut faire. On le sait aujourd'hui, un des sujets de la montagne, c'est qu'on a du mal à y arriver autrement qu'en voiture. Et donc, il faut essayer de promouvoir, et c'est ce qu'on va faire, c'est une partie très importante de la feuille de route de la Solidéo, des transports câblés, des passerelles piétonnes, des bus, des transports collectifs à haut niveau de service, etc., etc. Donc, au total, une candidature très sobre, puisqu'on fait beaucoup de rénovations, très éparpillées, mais avec des sites très homogènes et très compacts, et avec un enjeu majeur de logement et de mobilité en héritage.
Merci beaucoup. Monsieur le député, je me tourne vers vous. Alors, à la fois en tant qu'élu de montagne, hein, on l'a entendu, les territoires se sont énormément impliqués dans cette candidature. Vos administrés sur votre territoire sont aussi engagés. Mais également, vous avez eu l'occasion de recevoir une grande partie des parties prenantes de la montagne, du ski, des sports d'hiver, qui vous ont fait part aussi de défis auxquels ils sont confrontés, pour certains je dirais pas d'angoisse, le mot est trop fort, mais de difficultés à se projeter sur le temps long. Peut-être vous pouvez nous dire comment est-ce que vous appréhendez ces jeux au regard de la parole que vous avez eu l'occasion de collecter les derniers mois. En fait, avec un de mes collègues, Denis Feignet des Pyrénées, on a une mission parlementaire sur la transformation du modèle économique des stations de montagne. On sait qu'il y a des endroits où on pourra faire moins de ski parce qu'il y aura moins de neige. Par contre, il y a des endroits où on continuera à faire du ski très largement. Et même, on aura peut-être même une accentuation parce que s'il y a des endroits où on fait moins de ski, on fera plus de ski, ailleurs. Et donc, on a auditionné plus de 40 personnes à peu près sur toutes les montagnes. Et effectivement, on voit ces JO comme un accélérateur sur de la mobilité. Si on veut réussir ces JO, il faut qu'ils soient le plus possible respectueux de l'environnement, décarbonés, et donc il faut qu'on joue sur les mobilités. Mais comme Damien Robert le disait, on a aussi un sujet majeur. En montagne, on a à peu près 50% de passoires thermiques parce qu'on est sur des bâtiments des années 70. Et c'est l'occasion aussi de trouver des nouveaux modèles de rénovation et d'accélérer cette rénovation. Et si on veut décarboner nos stations, après le transport, il faut passer à la rénovation des logements. Donc cette mission qui sortira en décembre avec mon collègue Denis Feignet est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre ce qu'il faut faire pour du coup réussir cette transition des stations de montagne, continuer bien sûr où on pourra faire du ski pendant encore très longtemps, et puis diversifier. Et dans la diversification, il y a le sport, il y a la nature, parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont en montagne en été et en hiver pour du coup la nature, le sport outdoor, et donc c'est un atout de diversification. Merci beaucoup. Ça fait la transition toute trouvée pour Monsieur Le Guen. Donc peut-être quelques mots déjà sur la filière, les emplois. On sait que c'est une filière d'excellence française, mais on ne la connaît pas forcément beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur qui vous êtes et qui vous représentez ? Absolument. Alors OSV est l'accélérateur de la filière outdoor. Filière, comme vous le dites, qui a une certaine excellence en France. On compte plusieurs marques qui sont leaders mondiales de leur secteur. Outdoor Sports Valley représente 500 membres, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce sont 8000 emplois. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique. Une filière qui se porte bien globalement. La croissance est autour de 8% sur les 3 dernières années. Donc voilà, il y a un certain dynamisme. Outdoor est synonyme, comme le disait monsieur le député, d'une connexion à la nature, d'un certain bien-être. Et c'est quelque chose dans l'air du temps dont on bénéficie et donc qui est très favorable à notre industrie. Avec des emplois qui sont des emplois industriels notamment, mais pas que. Oui, alors nos activités couvrent toutes sortes d'emplois. Évidemment, les emplois de distribution, de commercialisation, quand vous allez acheter vos matériels dans des enseignes de distribution sportive. Il y a aussi des marques qui produisent, qui développent, qui designent, qui industrialisent tous ces produits. Donc oui, une très grosse variété d'emplois. Monsieur Roseraine, je reviens vers vous. On sait qu'on a à peu près 80% des équipements sportifs de manière générale, mais c'est vrai pour la montagne aussi, qui ont été construits dans les années 70, donc qui arrivent, et on en a parlé de la réhabilitation. On sait aussi que près des 3/4 de ces équipements appartiennent aux collectivités territoriales. Donc on a là un défi bien spécifique. J'imagine que c'est un sujet qui revient très fréquemment avec les maires et les élus de montagne. On a aussi l'émergence de nouvelles pratiques importantes, des nouvelles attentes sociales aussi vis-à-vis des pratiques. On sait qu'il y a un décrochage de la part de la jeunesse entre le collège et le lycée et les études très fort, avec des enjeux de sport-santé très importants aussi. Peut-être nous dire, vous,
quelles sont vos attentes spécifiquement sur ces enjeux-là en tant qu'élu de montagne, sur comment est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques vont vous permettre d'accompagner la modernisation de ces équipements et l'émergence des nouvelles pratiques? L'exemple de Paris 2024 qui a été une vraie réussite, il faut que les JO 2030 sur nos 2 régions soient une vitrine pour le tourisme et une vitrine aussi pour le sport. Forcément une vitrine pour que les gens viennent dans nos stations pour pratiquer le ski et puis viennent en été pour pratiquer la randonnée et l'ensemble des sports outdoor. Mais il faut aussi en profiter pour en fait refaire skier nos jeunes. Il faut continuer à travailler sur ces classes vertes et ces classes de neige qui ont fondu malheureusement comme neige au soleil. Et donc les quelques centres aujourd'hui qui restent doivent être vraiment soutenus. Et il faut redonner cette fierté qu'on a des sports d'hiver et des trop-ski. Pour réussir ça, il faut qu'il y ait un lien très fort entre les Jeux Olympiques 2030 et les collectivités. Les collectivités, même si on voit bien que on va aller très très vite à 2030, les parlementaires doivent encore voter une petite loi et j'espère qu'elle arrivera en décembre parce qu'en fait, on doit pouvoir avoir une loi qui permet d'accélérer pour l'ensemble de tout ce qu'on doit fournir pour 2030. Mais les collectivités doivent être maintenant associées pour qu'elles soient fières de ces JO et puis qu'elles puissent aussi après, avec ce qui sera construit pour les travailleurs, pour les saisonniers, pour les logements à l'année, pour des logements permanents, en fait, qu'on ait vraiment un héritage qui font que ces JO seront vraiment une réussite. Il s'agit aussi de vivre la montagne. Ce n'est pas seulement un espace de tourisme, il s'agit d'avoir un espace pour chacun. Et une des remarques et des conclusions qui arriveront sur le rapport avec mon collègue Denis Feignet, c'est que il faut, si on veut réussir la transition en montagne, il faut vraiment que les montagnes restent habitables. Donc l'habitabilité, le fait d'habiter de façon permanente, et par exemple si on prend l'exemple de Chamonix, Chamonix est en train de réviser son plan local d'urbanisme pour favoriser vraiment l'habitat à l'année, parce qu'on réussira la transition à condition qu'on ait des habitants qui vivent et qui puissent travailler sur place. Merci. Et vous, en tant que filière, j'imagine que vous avez aussi des attentes vis-à-vis de ces Jeux olympiques et paralympiques? Oui, alors elles sont très proches. La première attente, forcément, c'est de mettre en avant les sports. On sait que les JO, c'est toujours une occasion pour les fédés de travailler en amont, d'amener le maximum de jeunes comme des chances de médailles, de chances de faire briller leur sport. Ce sont des investissements, du coup, qui sont très positifs. C'est aussi une façon d'inspirer. La montagne est un vecteur d'image extrêmement inspirant. On le voit très bien, par exemple, si vous allez, on parlait de Chamonix sur l'UTMB, j'étais frappé cette année de voir à quel point le pont entre tous les coureurs urbains qu'on voit dans Paris tous les soirs courir avec leur club, aujourd'hui sont attirés par la montagne, connectent à la montagne, et je pense qu'on peut avoir exactement la même chose sur l'hiver. Donc comment on arrive à faire de nos sports des sports extrêmement inclusifs qui ne s'adressent pas qu'à une élite ou à des gens qui habitent vraiment sur les piémonts, mais engagent une population beaucoup plus large à connecter avec ces paysages exceptionnels et ce milieu absolument exceptionnel en termes d'inspiration et de pratique. Et alors, vous avez des attentes, mais il faut aussi que tout le monde s'engage. On le sait, peut-être qu'on reviendra sur qu'est-ce que ça représente budgétairement et comment est-ce que cela se répartit. Vous faites du sponsoring. Il y a un engagement aussi de la filière dans la réussite de ces Jeux. Absolument. Donc, beaucoup de nos marques accompagnent des sportifs. Donc les Jeux sont aussi une façon de renforcer ces messages, de connecter, comme on l'a vu sur 2024, toute une population s'approprier des sports, des pratiques qu'ils ne connaissent pas forcément. Et on est là, nous, pour les mettre en lumière, pour les faire briller. Et si je peux me permettre, c'est le cas des sportifs, de tous les sportifs, y compris du paralympisme. Les JO, on l'a vu avec Paris, sont une caisse de résonance fantastique pour faire découvrir la pratique sous toutes ses formes. Et là aussi, beaucoup de nos marques sont engagées. Ce n'est pas juste un vœu pieux. Il y a des vrais travaux d'innovation, de R&D. Comment permettre à l'ensemble des pratiquants,
handicapés ou non, d'avoir la meilleure expérience possible, d'exprimer leur talent sur neige. Merci beaucoup. Damien Robert, je reviens vers vous. Alors, il y a ces attentes exprimées. Alors, vous êtes bien entendu chargé de la livraison des ouvrages, mais vous êtes aussi en lien avec le COJOP. Vous menez des concertations, puisqu'il faut aussi susciter une adhésion populaire à ces jeux. Comment est-ce que, finalement, vous créez une dynamique collective qui va permettre à tout le monde de ramer dans le même sens? Alors, c'est vrai qu'on ne fera pas les jeux tout seul. Ça, c'est clair. Ni le COJO, ni la Solidio, ni globalement toutes les parties prenantes, on le sait. C'est peut-être un peu ce qui manque encore aujourd'hui. On est encore dans la phase de montée en puissance et il faut probablement qu'on aille plus au-devant des entreprises et des populations pour expliquer ce qu'on va faire. On va le faire assez rapidement, hein, évidemment, pour deux raisons. D'abord, il y a un impératif, je réponds à monsieur sur le sujet plus économique et le sujet innovation. On a, nous, un impératif, c'est de livrer des ouvrages et de livrer des ouvrages exemplaires. Et donc, on va mettre des moyens pour y arriver, des moyens financiers, on pourra en reparler. Mais ce n'est pas nous qui allons faire. Nous, on va surtout faire faire. Et on va faire faire par les gens qui savent faire. Et notamment, les gens qui savent faire, ils sont souvent sur les territoires de montagne, ou en tout cas, ils ont une expertise qui doit être mobilisée. Donc, on a besoin très vite d'informer l'ensemble du monde économique. Et ce n'est pas que le BTP, hein, c'est évidemment la Fédération du bâtiment, le génie civil, le BTP, mais aussi toutes les entreprises et les ingénieries qui se mobilisent sur la durabilité de la montagne. Et donc je pense que OSV en fait évidemment partie. On va avoir besoin de mobiliser beaucoup de gens et on n'est pas les seuls à les mobiliser. Le COJO va le faire. Il y a aussi, on en parlait en aparté, tout un programme de désenclavement des sites olympiques où la SNCF va être très présente. On va faire beaucoup de travaux sur les routes et beaucoup de travaux d'aménagement. Donc ça va, quelque part, va y avoir une aspiration et une demande d'expertise, de capacité à faire dans un temps très court. En gros, les travaux, ça va être 2027, 2028, 2029. Et on va demander beaucoup aux collectivités et en même temps d'être innovants. Donc il faut qu'on se serve de l'année 2025 et surtout de l'année 2026 pour leur permettre d'anticiper, de se mettre en capacité, de se regrouper, de pouvoir être bien informés des marchés publics qu'on va lancer, etc., etc. Donc ça, c'est presque un impératif économique de calendrier et de faisabilité. Après, nous, on va prendre des engagements, ça sera dans les prochaines semaines, en attendant d'avoir une feuille de route environnementale des Jeux. On va tout de suite, dans nos marchés, mettre un haut niveau d'exigence environnementale. Ce n'est pas juste pour mettre un haut niveau d'exigence environnementale, c'est qu'on sait que la montagne, je crois que le parlementaire qui est à côté de moi le sait mieux que moi, la montagne est un écosystème qui est hyper fragile, on le sait, touché par le réchauffement plus que la plaine. Et donc nous, on a une chance, c'est que la candidature nous oblige, en tout cas nous permet d'intervenir plus légèrement que si on faisait de la construction neuve, notamment pour les équipements sportifs, bien sûr. Je dis toujours, il faut qu'on arrive à aménager le territoire en le ménageant. Et là, en montagne, ça va être très important. On va le faire en rénovant les équipements sportifs, mais on le fera aussi sur la partie résidentielle. On va faire des petites opérations immobilières complètement insérées sur les territoires. Et là, on va demander aux opérateurs immobiliers qui vont le faire des très hauts niveaux de performance environnementale et des très faibles niveaux d'émissions carbone. Donc tout ça, ça nécessite quand même un peu d'ingénierie, un peu de préparation. Et donc il faut évidemment pouvoir informer les acteurs économiques. Et puis derrière, je pense ça sera aussi, à mon avis, au menu du rapport. Et évidemment, nous, on va ouvrir une période de concertation. Quand on fait un ouvrage, il faut concerter pour dire ce qu'on fait. Mais avant ça, il faut quand même donner le sens global de tout ça. On va concerter sur une passerelle, sur un téléphérique, sur de la construction de logement, mais il faut d'abord qu'on informe et qu'on concerte sur pourquoi on fait tout ça et quel est le sens pour chaque site d'accueil des Jeux et qu'est-ce que ça donne en héritage. Et ça, c'est vraiment notre enjeu pour le début de l'année 2026 jusqu'à juin 2026.
Avant que je revienne vers monsieur le député, notamment, peut-être vous pouvez revenir sur la question du budget, puisqu'on a entendu qu'il y avait une répartition avec une contribution du privé assez importante. C'est quoi le budget des Jobs 2030 aujourd'hui? On verra comment il atterrit, mais en tout cas, dans la manière dont il est projeté, et comment se répartit la charge? Alors, en fait, moi, j'aime pas trop le mot budget. C'est pas vraiment un budget. En fait, c'est un montant d'investissement. Et effectivement, dans les investissements, je vais parler pour la Solideo. Hein, le COJO, je les laisserai parler. Le budget, le montant d'investissement nécessaire à la réalisation des ouvrages, on va faire à peu près une quarantaine d'ouvrages, entre 35 et 40 ouvrages, c'est 1,3 milliard d'euros sur donc une période très, très, très raccourcie. Donc c'est un montant important. Dans les 1,3 milliard d'euros, effectivement, vous avez raison de le dire, il n'y a pas que de l'investissement public. Il y a une part majoritaire d'investissement public, autour de 800 millions d'euros. Donc, concours public, que ce soit l'État, la région et les collectivités qui vont accueillir les sites, vont financer une partie des ouvrages et des équipements publics. Mais il y a aussi une partie qui est financée par des opérateurs privés, et notamment, évidemment, les villages. À l'instar de ce qui a pu être fait en 2024, hein, on a construit quasiment 4000 logements à Saint-Ouen et à Saint-Denis. La construction de ces logements, elle est à très grande majorité autofinancée par les opérateurs. Donc le différentiel entre les 800 millions de concours publics et les 1,3 milliard, c'est essentiellement les promoteurs, les opérateurs immobiliers qui vont financer les villages. Et puis c'est aussi un certain nombre de titulaires de délégation de services publics, puisqu'on intervient quelquefois sur des domaines skiables. Et donc on va améliorer un domaine skiable en y rénovant ou en y construisant une infrastructure, une remontée mécanique. Et donc là, forcément, le titulaire de la délégation va être amené à financer en partie. Donc c'est ce qui explique 800 millions de concours publics, 1,3 milliard d'investissement total privé, public et privé. Merci. Monsieur Roseren, vous qui, bon, à part ce week-end où il y avait relâche, vous passez vos journées sur l'adoption, on espère, du budget. Alors je ne sais pas, personne ne peut prévoir ce qu'il y aura dans ce budget-là, mais comment est-ce que vous, en tout cas, en tant que parlementaire, vous faites exister ce sujet-là, puisqu'il faut quand même les budgéter, même si vous ne voulez pas un budget. Et comment est-ce que vous vous impliquez en tant que collectivité territoriale aussi, vous, puisque vos finances publiques, par répercussion, puisqu'on sait que la péréquation n'est pas toujours au rendez-vous entre l'État et les collectivités territoriales, comment est-ce que vous anticipez ces éléments-là? Et peut-être dernier élément sur la concertation, quelle part les élus de montagne ont prévu de prendre dans je dirais, l'adhésion des citoyens à la démarche? Alors, je ne vais pas m'attarder sur le budget parce que, en fait, c'est de la fiction. Et effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on est en train de voter là ne sera pas le budget qui va sortir. Vous voyez, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Du coup, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont pas vu, mais à la fin, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on doit voter pour les JO une loi spéciale, et j'espère qu'on le fera avant la fin d'année ou en tout début d'année. En tout cas, le gouvernement va le mettre à l'ordre du jour. Et cette garantie financière, elle est nécessaire pour ces réalisations. Aujourd'hui, on est sur un délai assez court où les collectivités commencent à rentrer un peu dans le jeu. Mais tout va aller un peu très très vite. Heureusement, on a une expérience des JO 2024 et on se servira de l'expérience 2024 qui a réussi pour réussir, même si on est sur des territoires un peu différents. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on a la chance avec ces JO d'avoir un laboratoire d'expérience pour tester, d'essayer des nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, par exemple, c'est sur la rénovation. On a de la difficulté à rénover nos copropriétés en montagne parce que dans les copropriétés, vous avez des résidents permanents, des résidents secondaires, ils n'ont pas forcément le même intérêt. Donc trouvons des vraies solutions grâce à ces JO. Comment trouver quelque chose de nouveau qui permettra d'être testé pendant les JO et qui permettra après d'être dupliqué sur la totalité des montagnes. Et voilà comment les JO 2030 sur les Alpes pourront bénéficier à l'ensemble. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses vraiment que les collectivités attendent. Très bien. Monsieur Le Guen, de fait, vous me disiez quand on préparait que
vous avez sur la diversification des activités de montagne, tant en hiver d'ailleurs que sur la multisaisonnalité, qui est un enjeu sur les nouveaux modèles émergents, que vous accompagnez finalement des évolutions culturelles, que vous voyez déjà frémir, que vous voyez déjà changer. Peut-être nous dire qu'est-ce que vous pressentez, vous, en tant que, notamment en tant qu'équipementier, sur les nouvelles pratiques, et comment est-ce que tout ça va pouvoir s'insérer dans cette dynamique des JOP? Alors, ce qui est certain, c'est que, on l'a déjà dit, la montagne est en forte évolution du fait du réchauffement climatique. Comme on l'a déjà dit, dans nos métiers de l'outdoor, on est les premiers témoins de ces évolutions, donc ce n'est pas une surprise pour nous. Et ce qu'on voit aussi, c'est une évolution des pratiques. Là où un jeune de montagne, qui vient en montagne, faisait du ski club de novembre jusqu'à mai, non-stop, toute l'année, pendant toute la saison jusqu'à il y a 20 ans, aujourd'hui, il va avoir une pratique beaucoup plus éclectique de la montagne parce que les conditions sont différentes. Il va pouvoir aller faire du trail running, pour aller faire du VTT. Et puis, une dimension aussi importante pour nos JO 2030, comme vous l'avez dit, ce sont des JO qui s'étendent sur l'ensemble des Alpes. Donc, ça va des Aravis jusqu'à Nice. Les terrains de jeu sont complètement différents. Ce sera l'occasion peut-être de découvrir d'autres façons de pratiquer la montagne à travers les JO ou sur des activités périphériques, peu importe. Mais en tout cas, là encore, dans cette inspiration, dans cet imaginaire qu'on va porter au grand public, ce sera l'occasion de montrer que la montagne est diverse, la montagne est en pleine évolution et que ces acteurs accompagnent cette évolution. Nos entreprises, comme je le disais, sont très impliquées depuis déjà très longtemps dans tout ce qui est transition écologique, dans faire en sorte que les pratiques soient de moins en moins impactantes. Ça commence par la production de nos équipements. Et voilà, donc je pense que ce sera l'occasion de montrer une montagne en évolution, extrêmement moderne et engagée vers l'avenir. Monsieur Roseraine. C'est vrai qu'un observatoire de l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne et d'Atout France, ont montré que quasiment 60% des gens, les 3 dernières années, sont venus en montagne, soit en été, soit en hiver. On est certain que la montagne sera en été un refuge suite au réchauffement climatique et le ski se concentrera peut-être dans des stations d'un peu plus haute d'altitude. Et c'est pour ça que l'ANEM, avec son président Jean-Pierre Vigier, travaille sur l'acte 3 de la montagne. Un acte 3 parce qu'on a des spécificités en montagne et donc c'est une loi qui doit définir et tenir compte de ces spécificités du coup montagnardes. On parle de 2030. On a pas mal de projections finalement de à quoi va ressembler l'économie de montagne en 2030 à 10 ans aussi. Plus difficile de se projeter au-delà. 2040, 2050, mais vous faites des investissements sur des infrastructures dont l'amortissement se fera sur plus que 10 ans. Comment vous intégrez la multi-activité, la multi-saisonnalité? Vous parliez des transports, notamment les fameux ascenseurs valléens, très attendus. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de projeter sur une évolution des pratiques de montagne qui vont permettre de dépasser les seuls 3 mois d'activité intense, sachant que même si on assiste à une diversification, aujourd'hui on est dans un rapport 85-15, si ce n'est 90-10. Alors comment est-ce que vous anticipez ça? Alors, plusieurs réponses. D'abord, je pense que la réponse diffère en fonction du type d'ouvrage qu'on fait. Par définition, ce qu'on va faire sur la mobilité, on le fait pour changer les modes de transport, donc on ne le fait pas pour 2030, on le fait surtout pour après. Et pour que progressivement, si c'est bien intégré dans une stratégie de mobilité à un échelon territorial pertinent, en gros à l'échelon d'une communauté d'agglomération ou un peu plus, si c'est bien intégré, bien maillé, on pense qu'effectivement faire un ascenseur valléen qui est accroché à une gare TGV ou à un pôle multimodal permettra, dans la durée, de favoriser un transport moins carboné. Premier élément, c'est sur la mobilité. Pareil pour un bus à haut niveau de service. Typique, je vais prendre un exemple, la vallée de Serre-Chevalier. Aujourd'hui, vous y allez en hiver, vous y allez en été.
C'est quand même compliqué. À chaque front de neige, vous arrêtez plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Il y a des embouteillages et c'est pas très agréable. Faire un bus à haut niveau de service très fréquent, moderne, on va dire fiable, permettra, je pense, à des habitants, mais aussi des touristes, de pouvoir changer de mode de transport. Premier élément. Deuxième élément, les logements, par définition, on ne les fait pas pour 2030. Évidemment, on les fait pour bien loger les athlètes, mais on les fait surtout pour mieux loger les habitants et les travailleurs. Et bon, un logement, on le fait au moins pour 30 ans. J'ai tendance à dire que on voit bien, hein, Haussmann a fait des logements qui durent maintenant depuis 150 ans et l'objectif, c'est que des logements en montagne puissent avoir aussi une durée de vie très, très, très longue. Et puis sur le sport, même si je n'ai qu'une partie de la réponse, évidemment, puisque l'autre partie réside aussi dans la capacité des collectivités et du comité d'organisation à essayer de proposer des nouvelles pratiques. Mais nous, on fait des équipements qui vont permettre de faire du sport, évidemment en hiver avec de la neige, mais aussi en hiver sans neige et aussi en été. 2 exemples. Premier exemple, la rénovation de la piste de bobsleigh, aujourd'hui, hein, qui est une piste qui marche. On va la rénover pour qu'elle puisse être utilisée beaucoup plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui, y compris dans des périodes qui ne sont pas des périodes de neige. Le deuxième exemple, à Nice, c'est le seul équipement neuf qu'on fait, c'est la construction d'une patinoire olympique. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une patinoire olympique qu'on fait. On va faire effectivement une patinoire pour accueillir les épreuves de short track et de patinage artistique, avec une jauge importante qui va, je pense, donner lieu à des beaux spectacles. Mais on le fait surtout pour donner au territoire métropolitain de Nice, une vraie patinoire digne de ce nom, beaucoup moins énergivore que ce qu'elle connaît aujourd'hui, puisqu'il y a une patinoire qui est aujourd'hui très obsolète et petite, et surtout un équipement globalement polyvalent où on fera du paddle, du bowling, du badminton, des fléchettes, de la pétanque, etc., etc. Donc c'est quelque part presque même, pardonnez-moi du mot, mais presque ça sera un peu un îlot sportif et un îlot de fraîcheur au sein du territoire métropolitain de Nice. Donc là, on est très clairement dans le changement de modèle qu'on veut essayer d'insuffler pour 2030. Avec de la pédagogie qui va être nécessaire si on en croit la lecture d'une partie de la PQR. Avant que je donne la parole aux questions, peut-être un dernier tour de table, et notamment en l'absence du comité paralympique et sportif français, sur la question spécifique de l'inclusivité, de l'accessibilité et du sport pour les personnes en situation de handicap. On sait que ça a été une grande fierté et une grande réussite de faire une seule équipe de France au JO 2024, pas avec une équipe normale et une équipe paralympique, une seule équipe. On a eu un engouement très fort derrière avec beaucoup d'inscriptions, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 1,6% des clubs qui sont en capacité d'accueillir le handisport. Les clubs qui utilisent les infrastructures et les équipements construits par les collectivités territoriales notamment. On sait que vous, les marques, côté Outdoor Sport Valley, vous soutenez, vous avez à la fois une nouvelle activité économique qui se développe, mais vous soutenez aussi des sportifs paralympiques. Et on a quelques très très belles têtes d'affiche pour les Alpes 2030 dans l'équipe de France. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot sur comment est-ce que finalement cette question-là n'est pas une question périphérique, mais une question centrale de la réussite des Jeux pour l'adhésion populaire et aussi pour la fierté que l'ensemble du territoire va pouvoir se saisir de ces Jeux. Xavier ? Oui, tout à fait. Comme on l'a déjà un peu évoqué, pour nos marques, le sujet est absolument central. Et ce n'est pas, encore une fois, juste de l'intention. Il y a un vrai travail, un travail qui nous passionne parce que c'est un travail d'innovation, un travail de recherche. Vous parliez de l'accessibilité des clubs. Je pense sincèrement que sur la plupart de nos sports, les sports d'hiver, pour le running, le trail running, il n'y a pas de problème d'accessibilité si ce n'est le matériel. Et aujourd'hui, nous, la question, c'est comment on fait du matériel performant, accessible en termes de prix. Il existe à peu près tout déjà, mais à quel prix ? Donc là, aujourd'hui, on met beaucoup de moyens. On travaille, donc OSV a cette capacité à faire travailler différents acteurs ensemble, de générer de l'intelligence collective. Donc, un très bel exemple, c'est
la startup Hopper, qui est une émanation d'Airbus. Comment, à partir de déchets de carbone, de rebut de carbone, on peut faire des lames qui vont permettre à des athlètes de faire du trail running, par exemple. Comment on fait une prothèse qui permet à un athlète de ski de retrouver une cheville, puisque la plupart du temps, en fait, les prothèses existantes étaient rigides et ne permettaient pas d'avoir une articulation au niveau de la cheville. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est fait aujourd'hui. Et j'étais à Milan la semaine dernière où on a présenté aussi les uniformes pour les JO 2026. Et c'était vraiment frappant de voir à quel point le monde du handicap aujourd'hui est complètement intégré au monde olympique et qu'il n'y a vraiment plus de frontières du tout. Monsieur Roseren, sur ce sujet? En fait, même si je ne suis pas spécialiste, mais on sent bien, comme on le fait aujourd'hui dans l'ensemble de nos écoles primaires, on doit aller vers l'inclusion. Et Paris était encore de nouveau une vraie réussite sur le sujet. On a beaucoup du coup d'athlètes dans le ski, effectivement, qui font. Donc il faut continuer à les accompagner. Voilà, en gros, et ce que fait Outdoor Sport Valley, ils sont presque un peu modestes, mais c'est vraiment la combinaison des utilisateurs, des fabricants, et ils le font pour l'ensemble des sports. On a un écosystème qui est assez incroyable. Et pour finir, Monsieur Robert, notamment je sais que la vallée de la Tarentaise récemment a reçu le trophée de l'accessibilité pour une signalétique extrêmement accessible. Est-ce que c'est un de vos axes d'héritage importants qui pourront être diffusés, d'ailleurs, au-delà des stations concernées et même au-delà des Alpes? Oui, alors vous avez raison de poser la question à tout le monde, parce qu'en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde et on n'y arrivera que si tout le monde met la main à la pâte. Les territoires qui sont vraiment au centre de ça, les clubs, les équipementiers. Nous, à notre modeste place, ce qu'on peut faire, c'est d'abord effectivement capitaliser sur ce qui a été fait en 2024, qui a bien réussi, et travailler sur nos ouvrages à les rendre les plus accessibles possibles. Alors il y a des ouvrages qui, par définition, justement, amélioreront l'accessibilité. Typiquement, un ascenseur valéen. Il y a des attentes sur les gares, notamment, qui ne sont pas toutes accessibles. Voilà, il y a de très grosses attentes et on va mettre le paquet sur ce sujet-là dans les gares sur lesquelles on va intervenir, notamment, je pense à la gare de M-la-Plagne et au pôle multimodal de Briançon. On va aussi, vous parliez de la Tarentaise, la Plagne est une ville qui est un peu exemplaire de ce point de vue-là, enfin une station qui est un peu un précurseur. Et donc on va aussi s'inspirer de ce qui peut être fait pour viser l'accessibilité universelle sur un certain nombre de sites olympiques. On essaiera de le faire au maximum, puisque c'est pour nous c'est une exigence du comité paralympique et c'est pour nous très important. Et puis, il faut aussi parler de logement. Les logements, on va faire des villages qui vont être, mis à part le village de Briançon, qui est pour le coup des raisons patrimoniales et géographiques, ne sera pas accessible de manière universelle, mais sur les autres villages, on va évidemment avoir une logique d'accessibilité universelle pour que évidemment les paratètes puissent être bien logés, mais derrière, surtout, que les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient d'ailleurs, touristes, travailleurs ou résidents, puissent là aussi trouver une offre résidentielle qui malheureusement existe encore assez peu en montagne. Merci beaucoup. Je vais prendre une ou deux questions parce qu'on arrive au bout du temps imparti. Bonjour, Hugo Savy, journaliste pour Newstank. Vous l'avez évoqué à multiples reprises, la loi olympique qui n'a pas encore été votée. Je voulais savoir si le fait que de tous ces changements de gouvernement, ça a fait prendre du retard à la Solidéo, notamment quant à la concertation des marchés. Bonjour, nous on est architectes, on répond sur un des sites, notamment le village olympique de Nice. Donc on se penche beaucoup sur la question NP2F architecture, donc on est sur un des sites. J'avais une question, je trouve qu'effectivement 2024 a été un super exemple en termes d'urbanité et en abandonnant presque à l'événementiel tout le volet spectaculaire.
enfin en tout cas dans son ADN et son héritage. Est-ce que là, en plus, il y a le côté éparpillement, est-ce qu'on risque pas presque de perdre la trace après dans l'héritage des JO avec une urbanité qui prend complètement le pas? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. On va laisser monsieur le parlementaire répondre sur la première question. En fait, nous, on n'aime pas les censures du gouvernement, hein. Franchement, on aurait bien aimé garder notre Premier ministre Barnier, parce que, c'est un amoureux de la montagne, il est de Savoie, voilà. Mais bon, les parlementaires, on en décide autrement. Donc, à la question, oui, on aurait aimé voter avant, parce que plus on vote tôt et plus on a du temps pour se préparer. Mais je pense qu'on est encore dans les délais, mais je ne vais pas répondre sur le sujet. En tout cas, elle va arriver le plus tôt possible et du coup, on va la voter. Peut-être pour compléter les propos. Sur la question de l'urbanité aussi, ça c'est vous. Évidemment, répondre sur la question de l'urbanité. La réponse est non, ça ne nous a pas retardé pour deux raisons. D'abord, on est quand même en phase d'étude. Donc on a les dispositifs qui sont inscrits dans la loi qui sont très importants pour nous. On va en avoir besoin plutôt à partir on va dire du deuxième trimestre de 2026. Donc si la loi passe en janvier, ce que j'espère, mais je pense qu'il est plutôt sur la bonne voie, on aura après les dispositifs qui nous permettent de travailler efficacement. Et puis par ailleurs, on a la chance aussi, ça c'est un des enseignements de 2024. On a la chance d'avoir une délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, il y a quelques représentantes dans l'assistance qui, malgré effectivement les changements gouvernementaux, sont un pôle de stabilité qui permettent de continuer à travailler avec le COJO qui se constituait, avec la Solidéo. Donc ça, c'est un pôle d'appui qui a été très unanimement salué en 2024 et pour nous qui est évidemment extrêmement utile, notamment au moment où l'instabilité gouvernementale est importante. Essayer de répondre à la question sur l'urbanité, parce que c'est une question difficile pour le coup et c'est vraiment une belle question. Comment on place le curseur entre effectivement laisser une trace olympique et en même temps essayer de, ce que je disais, ménager le territoire, ne pas trop avoir une empreinte trop forte. On se situe évidemment plus du tout dans les infrastructures qui avaient pu être faites en 1992. On les utilise, on capitalise dessus pour 2030, donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'on ne va plus du tout aménager de la même façon. Et j'aurais tendance plutôt à dire qu'on s'inspire plutôt de 2024, en laissant effectivement le spectaculaire au transitoire, et en essayant de garder évidemment un héritage fort, mais qui soit quand même très ancré sur le territoire. Par exemple, je prends l'exemple des villages, qui est, je pense, peut-être le meilleur exemple. Quel que soit le village, on va faire quelque chose. L'objectif, c'est qu'au final, on ne dise pas que ça soit un village olympique, mais bien un quartier inséré dans la ville. Et ça, c'est vrai à Nice. Ça sera vrai, je l'espère, à Saint-Jean-de-Sixte, à côté de la Clusaz. Ça sera vrai à Beauzelle. Ça sera vrai à Briançon. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'imprimer une marque, d'imprimer une histoire olympique. Il y a tout l'héritage immatériel, les souvenirs, les médailles, les moments de fusion et de communion, pour que, en tout cas en trace, on reste quand même sur un modèle qui respecte l'environnement dans lequel on est. Eh ben, sur ces mots, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et merci, messieurs, pour vos contributions.